Allez, bonsoir, merci chers internautes, bienvenue sur Planète 7. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette interview qu'a bien voulu nous accorder une dame qui se bat pour une bonne cause. Elle est à Conakry pour donc cette bonne cause, on va le dire. Bonsoir Madame Fabi Diallo, bienvenue. Bonsoir, merci. Merci de m'accueillir sur votre chaîne aujourd'hui. Alors dites-nous, comment ça se passe le séjour à Conakry? Vous êtes là depuis combien de temps et comment ça se passe? Alors, je suis arrivée il y a quelques jours et ça se passe très bien. On a eu un accueil chaleureux de la part des familles que nous accompagnons à distance et aussi notre propre famille biologique, bien sûr. Donc, ça se passe très bien. D'accord. Allez, on va parler donc de ce premier aspect, en tout cas, de cette interview-là. Voilà, évoquer votre fils d'ailleurs. On parle de l'autisme, c'est ça. Oui. Alors, pouvez-vous nous parler de ce moment où d'ailleurs votre fils a reçu son diagnostic d'autisme? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer pendant ces moments-là? Alors, l'autisme déjà, c'est un trouble de communication, un trouble social et un trouble, ils ont des mouvements répétitifs et des intérêts restreints. Donc, mon fils avait tous ces signes-là et quand nous avons vu le pédiatre pour ses 2 ans, de check-up et c'est là qu'ils l'ont diagnostiqué avec l'autisme et c'était un choc pour nous parce que nous ne savions pas ce que c'était la première fois et donc oui au début c'était un choc mais après comme nous sommes des croyants et nous accueillons toutes les nouvelles avec acceptation et nous embrassons ce qui nous est envoyé. Ouais. Alors, nous avons juste accueilli cette nouvelle-là comme une mission. Volonté de Dieu. Comme une volonté de Dieu. Ouais. Donc, une mission. Et donc, ça s'est vite transformé. Ce choc a été de courte durée et ça s'est vite transformé en mission. On s'est dit que cet enfant qu'on avait comme idéal et qui pour nous, on allait le prendre, l'amener à l'école, jouer avec lui, aller à la crèche, aller faire les manèges, était un enfant différent, mais il fallait que nous-mêmes, on se transforme, qu'on devienne des parents différents pour accepter cet enfant différent. Et la mission était de pouvoir aider cet enfant-là en premier et pouvoir aider d'autres familles qui en avaient besoin. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, toujours pour continuer, comment vous avez transformé vos premières craintes en un moteur d'action pour aider quand même votre fils et d'autres familles? Comment ça s'est passé? Alors, au début, il a commencé des thérapies. Donc, on ne comprenait pas trop toutes les thérapies qu'il faisait parce qu'il y en avait beaucoup. Il faisait une thérapie pour le langage, pour pouvoir parler. Il faisait une thérapie pour les moteurs fins. Il faisait des thérapies pour l'interaction sociale. Donc, il y avait tellement de choses qu'il faisait qu'on ne comprenait pas. Qu'il fallait quelque part essayer de comprendre pour pouvoir l'aider. Donc la motivation venait, moi, en tant que mère, de pouvoir aider cet enfant-là à la maison, vu que je m'en occupais toute la journée. Et quand il revenait de ses thérapies, je voulais continuer la thérapie à la maison pour pouvoir l'aider. Donc c'est de là qu'est venue en fait cette volonté de repartir à l'école et de décider parmi les thérapies qu'il était en train de faire, quelle est la plus efficace. Et aller me former, me spécialiser en cette thérapie-là. Donc c'est la thérapie ABA et aujourd'hui je suis BCBA et je travaille avec d'autres familles pour qui je fais des programmes et ils viennent en thérapie chez moi. Mais la volonté venait d'aider mon enfant à la maison avant tout et ensuite aider d'autres personnes. Ouais, donc vous avez transformé en quelque sorte votre souci, votre malheur, Oui. en tout cas en solution, non seulement pour votre enfant, mais surtout aussi pour les enfants d'autrui. À présent, vous me tendez la perche, on va évoquer votre parcours éducatif et professionnel. Oui. Vous avez déjà un MBA, donc une carrière prometteuse. Qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre ces études-là
en éducation spécialisée et devenir BCBA. En quoi votre double expertise en gestion de projets et analyse comportementale vous a-t-elle aidé dans vos initiatives? Expliquez-nous un peu ce changement de paradigme-là. Alors, c'est au début très bizarre de refaire le parcours à partir d'aujourd'hui, d'où est-ce que je viens. Ouais. Mais j'ai fait un bachelor en économie et sciences à l'Université de Montréal. Ensuite, j'ai fait un MBA à l'Université du Québec à Montréal. Donc, quand je faisais mon MBA, la plupart des personnes qui étaient dans cette salle-là étaient des propriétaires d'entreprises. Alors, moi, mon objectif, je me disais, je veux devenir une assistante exécutive dans une des grandes compagnies. Donc, pour moi, l'objectif du MBA était ça. Donc, quand je me suis mariée, j'ai déménagé aux États-Unis et qu'on s'est retrouvé avec cette situation, j'ai changé de carrière, je me suis transformée pour mon fils. Mais quelque part, ces outils-là que j'ai toujours acquis, parce que je me dis aussi que si j'ai fait ce parcours, c'est parce que Dieu m'a guidée dans ce sens-là. Ok. Donc, aujourd'hui, je bénéficie de tous ces atouts-là en tant que chef d'entreprise et en tant que gestionnaire principal de ces cliniques et des écoles que je suis en train de gérer. Donc, je portais au début toutes les casquettes. J'étais comptable, j'étais HR, donc ressources humaines. Je faisais tout, mais c'est parce que j'ai déjà touché à tout au niveau du MBA. Donc, la gestion n'est pas quelque chose qui était un défi pour moi. Et ça m'a au contraire beaucoup aidé dans la création de mes entreprises et de nos centres. Et aujourd'hui, je m'en sers encore. Donc, la combinaison des deux était vraiment une bonne chose. C'était idéal pour oui. vous. Oui. Alors, votre première clinique en Virginie, on va également en parler. Oui. Quelles étaient les principales difficultés pour ouvrir votre première clinique en pleine pandémie? Ce n'était pas forcément évident. Oui. Et comment cette clinique répond-elle aujourd'hui aux besoins des enfants autistes et de leur famille? Alors, la clinique, on a signé un contrat pour ouvrir une clinique physique parce qu'on avait déjà commencé avec aller chez les parents parce qu'il y a c'est hybride en général. Donc, vous commencez à aller à la maison pour faire de la thérapie et ensuite, vous ouvrez une clinique physique si vous voulez que les enfants viennent au centre. Donc, on a signé un contrat et la pandémie est arrivée. Ouais. Donc, il fallait fermer tout. Ouais. Et pour des raisons sanitaires, on ne pouvait pas non plus aller chez les parents. Parce que le contact était évité. Donc, le contact était complètement interdit. D'ailleurs, en Virginie, vous n'aviez pas droit d'aller voir les familles à la maison. Ouais. Il fallait porter des masques. Mais on a quand même décidé de démarrer le centre à ce moment-là. Ouais. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a espacé les heures et qu'on avait un seul enfant à la fois dans le centre. Et on ne pensait pas que ça allait marcher, mais les familles le voulaient. Parce que ce temps qu'ils viennent au centre est un temps de répit pour ces parents-là. Les parents sont fatigués, ces enfants parfois ne dorment pas la nuit. Ouais. Donc, ils ont besoin que l'enfant aille quelque part et aussi ils ne sont pas formés à aider ces enfants-là. Ouais. Donc, la pandémie a fait beaucoup de dégâts au niveau de l'éducation et de la thérapie, de la progression des enfants. Donc, c'était en même temps une opportunité. Nous, on a pensé que ce n'était pas un frein pour ouvrir, donc on a ouvert. Au début, il y avait un petit délai pour que les gens qui répondent, mais après, ils ont commencé à venir petit à petit et ils ont décidé que ça marchait pour eux. Donc, ça a marché comme ça. Et quand la pandémie est finie, tout le monde venait au centre. Ils ne voulaient même plus qu'on aille à la maison. Ouais. Ils voulaient que les enfants viennent au centre toute la journée. Et on allait faire des rencontres avec les écoles. Et parfois, ils voulaient même enlever les enfants de l'école pour les amener seulement au centre. Et ils voulaient qu'on aille les défendre à l'école pour dire que l'enfant ne fait pas de progrès à l'école. Pourquoi ne pas l'amener au centre? Donc, c'est comme ça que nos centres ont commencé à grandir parce qu'il y avait un besoin qui était là. Ouais. Ces centres ont grandi jusqu'à ce que vous fassiez l'expansion en Afrique. On va également en parler. Excusez-moi. Oui. Donc, on va aborder cette expansion-là. Que faudrait-il
pour que les sociétés deviennent plus inclusives envers les enfants autistes, en particulier dans les pays en développement où même voilà, on appelle le manger, on a du mal à trouver. Même les besoins les plus primaires, on a du mal à les trouver. Oui, il y a un réel problème de fonds, de trouver les fonds, les ressources pour pouvoir aider les familles ici. Donc, nous sommes venus il y a 2 ans et nous avons commencé à accompagner des familles, même virtuellement, via Zoom, à faire des appels à distance avec les familles. Et oui, il y a un besoin de support et de ressources. La différence entre ici en Afrique et là où nous sommes, c'est que là-bas, les fonds viennent des gouvernements. Donc, quand nous accueillons des familles, ils ont des assurances maladie et nous prenons juste la carte d'assurance maladie et c'est le gouvernement qui nous rémunère, qui rémunère notre équipe qui travaille avec les enfants. Ici, ce n'est pas le cas. Nous sommes toujours en train de travailler et mettre en place des choses. Donc, c'est plus au niveau du côté caritatif, du côté ONG, humanitaire qu'on peut le faire et on fait ce qu'on peut. Et je sais qu'il y a d'autres organisations qui le font aussi sur place et je sais qu'on peut faire quelque chose peut-être avec nos gouvernements aussi. Ils nous appuient, ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a un travail à faire à ce niveau-là. Mais au niveau de l'inclusion, ce qu'il faut, à mon avis, je pense que c'est déjà sensibiliser les familles, parce qu'il y a beaucoup de stigmas au niveau des familles. Ils pensent que les enfants, c'est des sorciers ou des maudits, ou ils ont d'autres pensées, mais il faut juste sensibiliser. Et ça, c'est pas très différent des autres communautés, hein, des communautés chinoises, des communautés indiennes. Ils ont leur pensée de ce que c'est. Et donc, accepter le diagnostic n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile au niveau des familles. Donc, il faut faire un travail culturellement au niveau des familles pour sensibiliser. Et ce n'est pas une exception, ce n'est pas parce que la Guinée est différente. Hein. Et l'autre côté, c'est de faire un travail au niveau de la formation des enseignants et du personnel soignant pour qu'ils sachent ce que c'est que l'autisme et qu'ils puissent l'identifier, qu'ils puissent référer les enfants pour que les enfants aient les soins nécessaires et l'accompagnement nécessaire au niveau de l'éducation pour ne pas qu'on les garde à la maison. Okay? Ces enfants-là, ils peuvent étudier, ils peuvent devenir quelque chose. Et peut-être la dernière chose, c'est juste un travail au niveau des communautés en général, donc à l'intérieur du pays, essayer de sensibiliser par région, passer le message surtout. Okay? Alors, cela m'en vient à vous poser cette question, parlant des défis. Quels sont ces défis principaux auxquels, d'ailleurs, vous faites face en matière de sensibilisation à l'autisme? Comment ça se passe? Forcément, vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est vraiment pas évident. Oui, je dirais que les défis en général, c'est d'aider les parents à comprendre que ce n'est pas une maladie qu'on guérit. L'enfant, il naît comme ça, donc il faut l'accepter comme il est et pouvoir l'accompagner avec les thérapies, ça peut s'améliorer. Donc, c'est un gros défi d'avoir la confiance des parents que cet enfant-là peut devenir quelque chose. Parce qu'il faut que le parent même y croie, qu'il ne pense pas que l'enfant n'est pas capable de faire quelque chose. Parce que si le parent lui-même pense que l'enfant n'est pas capable, à ce moment-là, l'enfant ne pourra pas. Il faut que tout le monde, les enseignants, les parents, les accompagnateurs, que tout le monde soit confiant que cet enfant-là peut devenir quelque chose. Ça, c'est l'un des gros défis. Mais aussi, ne pas prendre cet enfant-là pour un enfant différent des autres enfants que vous éduquez à la maison. Cet enfant-là, il a du potentiel. Il a du potentiel, donc il faut vraiment lui donner une éducation. Il ne faut pas que quand il fait quelque chose, on dise « Ah, c'est l'autisme, c'est à cause de l'autisme ». Non, l'autisme est un trouble social, l'éducation, c'est autre chose. Tout à fait. Donc il faut l'implication des parents, et surtout des deux parents, parce que souvent c'est la maman qui est à la maison, et on dit « Oui, la maman, c'est elle qui doit… » Mais le papa aussi, c'est important. Donc les deux parents, l'implication de la famille élargie, parfois il y a la grand-mère là-bas, parfois il y a…
les nièces, oncles. les tantes, les oncles. Nous sommes en Afrique, nous avons une famille élargie dans la maison. Ouais. Donc, tout le monde doit être sensibilisé et au courant de ce qui se passe pour pouvoir accompagner cet enfant-là pour qu'il devienne quelqu'un demain, qui contribue à la société. Ouais, positivement, c'est important. Oui. Allez, je rappelle que nous sommes avec Madame Fabi Diallo dans cette interview sur Planète 7 qui nous parle en tout cas de sa motivation, mais surtout aussi de son engagement, sa résilience envers l'autisme. Justement, on va poursuivre, Madame. Après tout ce que vous avez accompli, qu'est-ce qui continue de vous motiver pour, en tout cas jour après jour, encore dans ce travail-là qui n'est pas du tout facile tous les jours? Ma motivation est tellement grande quand je vois un grand sourire sur le visage d'un des enfants qui rentre dans le centre. Parce que avoir un enfant courir pour rentrer dans votre centre, ça veut dire que quelque part, il se sent à la maison. Okay, j'ai un enfant qui est venu une fois, je n'étais pas là pendant une semaine, et il est revenu un lundi. Il m'a dit, nous sommes passés à la maison chez vous, mais vous n'étiez pas là, parce qu'il pense que le centre, c'est ma maison. Et donc, ils sont venus un jour et j'étais pas là, et il a demandé après moi, et il a juste constaté que j'étais pas là. Et quand je suis revenue, c'est la première des choses qu'il m'a dit. Parce que nous, nos centres sont un peu aménagés comme une maison. C'est pour que les enfants se sentent à l'aise quand ils viennent, qu'ils ne se sentent pas... pas de différence. C'est ça, c'est ça. Donc c'est quelque part, c'est réconfortant de voir aussi les familles qui nous font un retour à propos du progrès de l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait à la maison? Oh, il fait ça indépendamment, il fait ça tout seul. Donc, ils voient que les enfants sont capables d'accomplir quelque chose. Donc, ce qu'on leur apprend au centre, on forme les parents à ce qu'ils continuent à la maison pour que cet enfant maintienne ces zones positives. Ces zones positives, exactement. C'est ça. Donc, c'est plus le sourire, le retour des parents et cette satisfaction qu'ils ont et de voir vraiment le progrès que les enfants font. Ouais, justement, c'est quoi ces moments, en tout cas de votre parcours, qui vous ont de plus marqué, soit positivement ou négativement, parce que forcément, le travail que vous exercez, il y a des anecdotes que vous pouvez partager avec nous. Positivement, je dirais que c'est plus de voir des parents qui eux-mêmes se forment. Ils décident de se former, ils décident de prendre les formations qu'on donne. Ils viennent vers moi pour dire « Ah, vous aviez un enfant qui est autiste, et vous avez décidé de vous former. Je veux me former. Je veux aider mon enfant. » Donc, ça, c'est une motivation de former d'autres personnes qui forment d'autres personnes. Et comme ça, on a une communauté de parents qui sont éduqués, qui sont instruits et qui peuvent assister ces enfants-là. Les défis, je veux dire que on ne voit pas les choses en termes de défis. On les voit juste en termes... Oui, c'est ça. C'est ça, en termes de devoirs. Et on tacle les choses au fur et à mesure qu'elles viennent. Donc, s'il y a quelque chose qui est vraiment un peu difficile à faire, parfois, moi-même, je me mets à la tâche. Les personnes qui travaillent, je leur montre, je dis, voilà comment ça se passe et tout. Mais on ne voit pas les choses en termes de défis, vraiment. On les accueille comme elles viennent, il n'y a pas de souci. D'accord. Allez, on va aborder à présent vos projets futurs. Pouvez-vous nous parler de l'école et de la clinique que vous avez, en tout cas, ouvert en Guinée, que vous comptez, on va dire ouvrir, je ne sais pas si c'est ouvert, vous allez me rectifier. Oui. Quels en seront les objectifs principaux de cette école en Guinée? Alors, l'école qui ouvre ici, qui s'appelle le Lab, et c'est pas le Lab, c'est le projet de Autism Bird. Donc, l'école ouvre en janvier, elle sera fonctionnelle en janvier. Et elle est une copie des centres qu'on a, mais ça va être une partie éducation et une partie clinique. Donc, une partie pour faire des thérapies, une partie pour donner de l'éducation aux enfants. Mais en général, notre objectif, c'est que ça forme un projet prototype pour nous. Et ce n'est que le début. Donc, on va essayer de voir comment ça s'applique au milieu guinéen et comment est-ce qu'on arrive à
adapter notre matériel à la Guinée, parce que c'est une première, c'est nouveau. Donc, on n'a jamais fait de thérapie ici. On va essayer de voir comment ça se passe. Et si ça fonctionne bien, notre objectif, c'est d'en ouvrir d'autres. Déjà, comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà acquis les préalables? Tout Oui. est OK pour... Oui, tout est prêt. Nous avons formé un staff. On a un staff qui est prêt, qu'on a formé, qui est certifié pour la thérapie, ABA. Et ils sont aussi des enseignants. Donc, quand on était en train de recruter, nous avons recruté des enseignants du système guinéen qui connaissent très bien comment enseigner des enfants guinéens et qui connaissent le programme. Donc, ça n'a pas été très difficile de les former au niveau de la thérapie. Donc, ils avaient une base assez bonne et ils sont vraiment ils sont tous motivés, je pense. La cause, tout le monde essaye de s'impliquer et ils trouvent que c'est une bonne chose. Donc, ok, c'est important. Alors, quels sont vos projets ou rêves pour les 5 et 10 prochaines années en matière de soutien aux enfants autistes et à leurs familles? Alors, mon rêve serait de pouvoir aller au-delà des frontières guinéennes. Hein. Nous sommes aux États-Unis en ce moment, nous sommes en Guinée, Ouais. Donc aller un peu peut-être en dehors de la Guinée, ailleurs en Afrique. Ça peut être le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ouais. En Afrique francophone, surtout, il y a un grand besoin. Je sais qu'il y a un peu plus de BCBA au Nigeria, en Afrique du Sud et au Ghana. Donc, c'est d'étendre et essayer de toucher d'autres pays qui n'ont pas de ressources. D'accord. Allez, pour terminer peut-être, quel message souhaiterez-vous transmettre aux parents qui viennent d'apprendre que leur enfant est autiste et comment les membres, en tout cas de la communauté, peuvent-ils soutenir des initiatives comme les vôtres et devenir des alliés pour les enfants ayant des besoins particuliers? Alors, je dirais à un parent qui vient de recevoir un diagnostic ou qui soupçonne un diagnostic de ne pas se décourager, de ne pas penser que l'enfant qu'ils ont eu n'est pas l'enfant idéal pour eux. Donc, d'embrasser ce diagnostic et de pouvoir accompagner cet enfant-là, de trouver les ressources qu'il faut pour pouvoir accompagner cet enfant, parce que l'enfant a besoin du parent pour pouvoir progresser et ces enfants-là ont beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel. J'ai vu des enfants qui sont très bons en maths, en d'autres matières d'ailleurs, qui sont, ou d'ailleurs de l'art. Je vois des enfants qui peignent des choses dans mon centre là-bas. C'est incroyable. Donc il faut vraiment accompagner l'enfant et surtout trouver les ressources nécessaires, essayer de trouver des centres qui puissent aider l'enfant, amenez-le à l'école, ne l'enfermez pas, ne l'isolez pas et vous allez voir, ça va être facile en grandissant. Au fur et à mesure qu'il grandit, ça va être beaucoup plus facile. S'il est accompagné. S'il n'est pas accompagné, ça va être plus difficile parce qu'on veut qu'un enfant soit indépendant. Ça va être un adulte plus tard. Vous voulez qu'il puisse aller aux toilettes tout seul, vous voulez qu'il puisse manger tout seul. Et vous, le parent, vous n'êtes pas éternel. Vous n'allez pas être là éternellement. Donc, vous voulez que votre enfant soit indépendant et autonome. Donc, je dirais que les parents doivent s'impliquer pour pouvoir accompagner les enfants à devenir autonomes. Merci beaucoup. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous dire merci. Ça a été un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Et personnellement, moi, je vous apprécie. Merci. Et vous êtes en tout cas en train de faire un combat très noble. J'espère que vous allez trouver tous les moyens de réussir le pari. C'est pas évident, voilà, forcément. Mais c'est comme ça, il faut le faire, il faut se battre. Parce que vous avez déjà été victime donc, de l'autisme à travers votre enfant. Mais cela ne vous a pas découragé. Un message forcément pour terminer. Oui, merci. Merci de m'avoir encore une fois accueilli sur votre chaîne. Et le plaisir était pour moi aujourd'hui d'échanger avec vous et de pouvoir peut-être à travers votre chaîne encourager d'autres familles à former une communauté avec nous en tant que parents et en tant que professionnels et pouvoir échanger et supporter ces enfants-là, créer une grande communauté qui va être juste un support pour toutes ces familles qui sont là.
Merci donc à Madame Fabi Diallo. Merci à tous. C'est terminé donc cette interview. On se retrouve très prochainement sur les antennes de Planète 7, sur en tout cas la communauté, sur les réseaux sociaux. À bientôt. Salut, ciao, ciao.